Bienvenue dans Big Boss, votre mensuel économique. Nous recevons un passionné de livres aujourd'hui. Et oui, Marie-Noël, bonjour à toutes et tous. C'est Marc Philipson, le patron de la librairie Filigrane, bien connu, qui est sur le plateau. Bienvenue. Merci. Bienvenue à bord. Alors, une institution, je crois que tout le monde absolument à Bruxelles connaît Filigrane. Quand je dis ça, vous êtes content que je le dise, hein, ça vous va, je suppose. Et j'en suis très Mais je crois que c'est vrai. Merci. C'est une histoire de hasard, ceci dit, si vous êtes devenu libraire, oui. Livreur de livres. C'est une histoire de mélange de passion et de hasard, oui. J'ai toujours aimé lire et j'ai commencé très très jeune, puisqu'à 12-13 ans, je faisais des invendus rue de Brandt, pas loin de chez le roi et la reine, que j'ai servi en tant qu'étudiant, rue de Wanne. Des invendus de presse, et de fil en aiguille, je suis tombé dans une petite librairie rue de l'Industrie, qui s'appelait La Providence, où en tant qu'étudiant, je payais mes vacances, je payais certaines petites choses, ma voiture, et malheureusement, parce que ça c'est le petit bémol, le gérant de cette librairie est décédé, et sa veuve m'a demandé de lui succéder. Voilà, et c'est comme ça que tout a commencé en 82. 30 ans plus tard, vous êtes à la tête d'une librairie qui fait plus de 2600 mètres carrés, en tout cas celle 2007, de la vous pouvez le dire. 2007, ouais. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Marc Philipson, vous vous considérez comme libraire ou homme d'affaires ? Entrepreneur, oui, et libraire, bien entendu. Libraire, bien entendu, puisque j'ai quand même participé à la création du syndicat des libraires, les libraires francophones de Belgique, dont j'ai démissionné un an et demi après, puisque je n'en voyais pas vraiment l'utilité, et toujours très actif dans la librairie. J'ai créé la Fureur de lire en Belgique et pas mal d'innovations par rapport aux livres. Depuis le début, je me suis battu pour le prix unique ou la détabellisation, qui arrivera probablement un jour. Mais donc oui, en tant que libraire, je m'implique, mais s'il fallait mieux définir, moi je préfère homme d'affaires ou entrepreneur, tout à fait. Eh bien voilà, Filigrane, c'est vrai que c'est une entreprise, on connaît ses rayons de livres quand on s'y promène, mais comment ça fonctionne une entreprise comme Filigrane ? On voit ça en images maintenant. Avenue des Arts. Devant la librairie Filigrane, un camion rempli de livres. L'une des plus grosses livraisons de la semaine. Alors, il n'y a pas une minute à perdre. Tout le personnel doit s'y mettre pour décharger la lourde cargaison. On reçoit des colis tous les matins. En plus, c'était une bonne livraison. Ce matin, on a eu 4 palettes. Donc maintenant, on les répartit selon les rayons, par fournisseur et selon les rayons. Et après, on les dispatche et on les emmène dans le magasin directement. Donc tout doit être fait avant 9h, avant l'ouverture. Donc oui, c'est un moment crucial. J'y retourne d'ailleurs. Filigrane travaille avec une vingtaine de fournisseurs. Chaque pile correspond à un secteur, littérature, sciences humaines, bande dessinée. Mais avant la mise en rayon, il y a un travail d'encodage, étape indispensable pour permettre la mise en vente. La librairie compte plus de 180 000 références. Nous, ici en littérature, on a le plus grand poste d'encodage de la librairie, donc on a vraiment de l'espace pour encoder. Du coup, on fait aussi pour d'autres rayons, pour la science humaine par exemple. Tu me rentres un Réa Dilibel d'abord ? Comme c'est de l'encodage automatique, ça va aller vite. C'est pas nous qui déterminons les prix de vente des livres, c'est des prix qui sont fixés par les distributeurs diffuseurs. Alors, c'est pas les mêmes prix qu'en France, il y en a beaucoup où c'est les mêmes prix, mais après il y a une tabelle, donc une taxe d'importation belge qui est appliquée sur certains livres pour quelques fournisseurs spécifiques. Et dans ces cas-là, le prix qui est marqué sur la couverture est différent du prix appliqué en Belgique, et ça c'est marqué sur nos factures. Mais généralement, notre programme fait qu'à chaque fois qu'on scanne un livre, on a le prix recommandé en Belgique. Il est déjà 9h, les premiers clients entrent, à leur service une septantaine de personnes. Pas des vendeurs, non, des libraires, chacun spécialisé dans son secteur. Au rayon sciences humaines, Thomas gère un fonds de 40 000 références et génère quasi un tiers du chiffre d'affaires de Filigrane. Pas de quoi faire rougir les responsables du rayon bande dessinée, le deuxième secteur de tête en nombre de ventes. Filigrane est d'ailleurs l'un des plus grands revendeurs du genre à Bruxelles. Deux secteurs en croissance, plus de 10% du chiffre d'affaires global de la plus grande librairie de Belgique. Ouverte 365 jours par an, avec des bouquins étalés sur plus de 2600 mètres carrés, Filigrane attire jusqu'à 15 000 clients le week-end. Mais qui donc a enterré le livre ? Alors, Marc Philipson, vous avez réagi pas mal à ce reportage, notamment... Mais merci, il est merveilleux. Quand on a dit ce sont des libraires, pas des vendeurs, et vous dites non, ce sont des vendeurs ? Oui, ce sont des libraires, c'est une équipe formidable et je la défends et je la remercie d'être là au quotidien. Mais on a besoin de vendeurs. Je veux dire, on ne peut pas aller plus loin dans quelque domaine que ce soit si on ne vend pas. Il faut partager sa passion, et partager sa passion, c'est vendre aussi. Ce n'est pas que se contenter de répondre à la demande d'un client. C'est une grosse machine. Vous vous définissez aussi comme une librairie indépendante. Ça veut dire quoi ?
Pourquoi définir? C'est une librairie indépendante, c'est même une librairie familiale, c'est une librairie qui ne dépend d'aucun groupe, qui ne subit aucune influence, on n'a aucune obligation de mettre en tête de gondole quoi que ce soit, on fait ce qu'on veut. Quand je dis on, c'est parce qu'on est une belle équipe, mais le dernier mot, c'est toujours lui qui l'a, c'est-à-dire moi. Parce que j'ai cette chance de pouvoir, comme vous le dites, être indépendant et jouer le jeu que je veux. Je peux me permettre de donner un exemple, parce que j'ai vu qu'il était dans le reportage. Un des derniers exemples de mise en avant, c'est le livre qui s'appelle Pilgrim. Je suis Pilgrim, qui était un livre qui était mis dans les cartons de retour chez tous les libraires, que j'ai lu en vacances, j'ai flashé, j'ai enfoncé les portes, que ce soit LCI, TF1, France Info, France Inter. J'ai ressorti ce livre. L'éditeur en a fait à peu près 70 000 exemplaires, dont 6 000 à peu près chez nous. Ça s'appelle vendre, avec souvent des libraires que je me suis mis à dos parce qu'ils me disaient mais il n'y a pas que ça. Eh bien non, il n'y a pas que ça, parce que c'était chaque fois un plus. Alors à Bruxelles, il y a peut-être une précision quand même là, sur ce point-là. Il y a plusieurs filigranes à Bruxelles. Il y a le principal magasin qu'on vient de voir librairie qu'on vient de voir en image. Mais il y en a aussi un à Uccle. Cela dit, c'est un franchisé, si je ne m'abuse. Le petit filigrane, au départ, quand nous l'avons ouvert, faisait 10% de la superficie du grand filigrane, c'est le principe du petit filigrane, et faisait 10% du chiffre également. Et puis il y en a un autre à XL que vous avez vendu. Avenue de Poutre. Non, nuance. À Avenue de Poutre, il y a le Corner Filigrane, qui est une librairie au sens propre du terme. C'est merveilleux, c'est vraiment la petite librairie de quartier exceptionnelle, belle comme tout. Et sur le coin en diagonale, le magasin de presse, qui est entre le Pain Quotidien, donc qui est incrusté dans le Pain Quotidien, et qu'en effet, vous avez cédé l'année dernière. Donc il y a des filigranes qui ne sont pas du groupe Filigrane. L'idée, c'est de faire une marque qui se développe, qui se vend ailleurs, ou c'est non, absolument pas, absolument pas. La marque est déposée. La marque, je désire la développer. Ça fait des années, on a lancé une petite ligne de t-shirts, on n'y est pas vraiment arrivé, puis on y arrivera peut-être un jour. La marque existe en tant que telle et est connue dans certaines capitales. Faire en sorte de décliner l'offre, non, parce que le petit filigrane reste, malgré le fait que ce soit le seul franchisé en Belgique, et ça restera le seul, si ce n'est qu'on va peut-être se lancer dans toutes les provinces une fois que la structure sera tout à fait adéquate et faite comme il faut, c'est-à-dire que nous trouvions à chaque fois un directeur. À ce moment-là, nous pourrons nous permettre, vous le savez, malheureusement, Libris, Agora, le groupe a mis la clé sous le paillasson il n'y a pas trop longtemps. Louvain-la-Neuve est peut-être encore à reprendre. Vous allez sortir de Bruxelles. Vous avez repris. Il faut sortir de Bruxelles. Ouvrir à Bruxelles est une erreur et un leurre. Le petit filigrane suffit. Il ne faut pas plus de filigrane à Bruxelles. Donc prochaine cible, Louvain-la-Neuve, vous allez débarquer? Prochaine cible, la Belgique, l'étranger, l'international, oui. Et en Belgique, vous voyez combien de magasins, combien de librairies, encore une fois? Je dis chaque fois magasin. Mais... maximum 9, un par province. La province où on me lance le plus souvent, parce que c'est une province où on construit beaucoup pour l'instant, c'est carrément c'est le Grand-Duché. Donc on est au-delà de la province, on est hors frontière. Mais que c'est une province. Excusez-moi. Mais c'est vrai qu'il y a une demande récurrente. Et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de librairies à Liège, il y a encore une demande à Liège. Louvain-la-Neuve est vraiment le jour où nous pourrons le faire. Et si l'opportunité se présente toujours et que l'espace est disponible, je crois que c'est le principal objectif. Oui. Alors vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, là vous êtes le seul maître à bord, vous êtes le seul actionnaire 100%. Non. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça a ses désavantages? Ça a beaucoup d'avantages. Maintenant, la petite parenthèse, c'est que ma fille est née à quelques actions, donc je ne suis pas principal actionnaire, elle a son mot à dire. L'avantage, c'est que je suis maître à bord, que j'ouvre, que je rachète et que je développe ce que je veux, et que si je me plante, comme on peut le dire assez facilement, eh bien je me plante tout seul, et je n'emporte personne avec moi. Le bémol, eh bien c'était il y a quelques semaines, quelques mois, quand on a connu le niveau 4 que j'ai fermé 2 jours, je me suis retrouvé tout seul. Voilà, ce terroriste à Bruxelles. Voilà, tout seul, à pleurer, à me poser des questions, et personne... C'était la première fois que vous fermiez depuis l'ouverture de la librairie il y a plus de 30 ans. Exact, c'était un peu chaud. Exact. Non, nous avons fermé quelques heures lors de l'incendie. On a eu un incendie et ça a fait également l'histoire de Filigrane parce que quelques heures après cet incendie, nous étions installés dans le couloir des communs du bâtiment voisin. Vous n'avez jamais cessé... Jamais. Un petit mot peut-être sur les chiffres de Filigrane. On a vu que vous aviez plein de projets et des envies de vous développer. Qu'est-ce que ça donne si on regarde les chiffres sur 5 ans de temps? Eh bien, ça fait des effectifs qui ont doublé. Des librairies, il y en avait une à l'époque, en 2010, il y en a 3 maintenant. On vient de parler de celles qui ne sont pas dans le groupe, qui sont franchisées. Le chiffre d'affaires a évolué d'un petit 20% sur 5 ans, ce qui est quand même à remarquer aussi. Ce qui est aussi remarquable, c'est que ça n'est plus bénéficiaire comme ça l'a été. Absolument. Vous êtes en perte et même solide. Oui. Et ce n'est pas la première année, ça fait plusieurs années. C'est la deuxième année. Il y a eu aussi 2012, j'ai vu
vu, j'ai été vérifier les comptes annuels, il y a eu 3 grosses pertes sur les 4 dernières années. Comment expliquer ça? Où est le problème? Non, alors d'abord, je vais insister, c'est la 2e année, ou peut-être 3e qu'on va déclarer, puisque je fais du tax shelter depuis des années, et le tax shelter ne se pratique que si on sort des bénéfices. Donc je suis un peu triste de ne pas faire de tax shelter pour l'instant, puisqu'on ne peut le faire que si on déclare des bénéfices. On est quand même passé de 1000 m² à 2700 m². C'est un gros investissement, avec pas mal de fonds propres investis, et ceci explique cela. Maintenant, il y a eu quelques mauvais investissements, mais Knock, le rachat de Cormand à Knock, c'est également un investissement, c'est un rachat, ce sont des travaux, et le corner, la même chose. Le petit filigrane qui a été remis, bon ben là c'était un tout petit investissement et on s'est retrouvé, on l'a remis au prix coûtant. Mais le payroll est en augmentation, passé de 1000 m² à 2700 m², c'est énorme, mais il n'y a absolument pas de signal d'alarme, rien du tout. Mais on est en progression constante de 10%. Parce que là, on a l'impression que c'est nos limites, vous parlez encore d'ouvrir d'autres filigranes, est-ce que là c'est pas un peu dangereux? Non, trop grand d'abord en superficie, et j'ai encore peut-être une possibilité d'ouvrir côté Rubélia, et ça se fera peut-être, pourquoi pas, mais alors on resterait plus dans le domaine de l'Oreca, parce qu'il y a une réelle demande dans le quartier, et trop grand, non, par rapport à l'idée au départ, Filigrane est un lieu de vie, Filigrane est un lieu où je pense, quand je me promène, que les gens sont heureux, où je suis heureux, où l'équipe est heureuse, on est une belle grande famille, et nous ne pensons pas, je parle nous, toute l'équipe, être trop grand aujourd'hui. Ça a été la remarque qu'on a agrandi, mais on s'y sent bien et on est bien dans tous les rayons. Vous ne dispersez pas un peu là, avec cette masse, cette quantité, ce stock qui est impressionnant, hein, qui a aussi un coût d'ailleurs. Est-ce qu'on n'atteint pas une limite juste pour, non, du tout. Pour le client qui rentre Alors parlons stock livre d'abord. Ça fait plus de 30 ans que je suis libraire et le payroll a augmenté, donc aujourd'hui il y a en permanence on va dire une cinquantaine de libraires, parce que rentrent dans le payroll également les étudiants et toute cette masse salariale qu'on engage pendant les périodes de vacances ou autres périodes où on a besoin de beaucoup de personnel. Le stock en soi déjà et l'offre qui a augmenté, elle est due au fait que je pense que nous sommes aujourd'hui en Belgique et même en France le seul magasin à avoir en permanence les coups de cœur. En librairie, il y a le système de la faculté de retour. Vous vendez des livres, vous achetez les livres, vous ne les vendez pas, vous les renvoyez. Eh bien, nous avons à chaque fois réinvesti. Il y a, on va dire, un peu plus de 50% du stock qui nous appartient. Normalement, il y a vraiment une rotation dans le stock qui fait que... Ce qui pèse lourd aussi. Hein, ça pèse lourd si on ne les renvoie pas. Mais cette référence, vous savez, quand Marie-Noël peut venir chez Filigrane et dit « Dites-moi, qu'est-ce que vous avez comme nouveauté à me proposer ?» Moi, de répondre, si c'est ma cliente, mais vous êtes nouvelle chez nous, pourquoi voulez-vous une nouveauté Et je vais lui proposer un coup de cœur que j'ai lu il y a 30 ans ou 40 ans. Okay, et à partir de là, je fidélise une cliente et on peut lui vendre des centaines de coups de cœur. Vous avez un mimi coup de cœur, on va continuer. Donc ça, c'est par rapport au stock livre. Et puis il y a le stock gadget, il y a le stock DVD, justement, toutes ces choses-là. Vous parlez des coups de cœur, du livre. Chez Filigrane, on ne trouve pas que des livres. On peut aussi prendre un café. Oui. Ce qui était un concept à la base est carrément devenu un concept store. On regarde. Chez Filigrane, certains rangent les bouquins, d'autres les chips. À côté du coup de cœur du libraire, vous trouvez du savon. Un bar trône au milieu des romans et personne ne s'en étonne. Dès l'origine, la restauration, la petite restauration était de mise chez Filigrane. Marc Philipson, qui a créé la librairie il y a maintenant plus de 30 ans, offrait à ses débuts le café, le porto à ses clients fidèles et même allait le distribuer dans la rue, la légende dit. Sa légende dit. Donc, voilà, en tout cas, c'est dans l'ADN de Filigrane et ça a toujours été vu comme ça. On essaye justement de créer un tissu social et de créer des rencontres et de créer un lieu surtout où les gens puissent se sentir à l'aise, où les gens puissent discuter autour d'un café et même consulter des bouquins pendant le temps qu'ils veulent et généralement ils finissent par l'acheter. Des parapluies pour protéger les livres et des lampes de poche pour mieux éclairer le lecteur. À côté du café, les produits dérivés et autres gadgets occupent désormais des rayons entiers. Les gadgets nous permettent d'avoir un fonds beaucoup plus grand de livres, de pouvoir se permettre de commander une quantité assez importante de petits livres qui ne se vendraient pas dans d'autres librairies. En fait, ça nous permet une plus grande flexibilité. C'est crucial, on est aux alentours de entre 15 et 25% du chiffre d'affaires en dépendant des années et des mois. Mais en tout cas, c'est un pôle de revenus qui est pas négligeable, loin de là, et qui fait partie aussi de nos objectifs de croissance pour les années à venir. Voilà, Filigrane, des bouquins, mais pas que, comme on vient de voir. Est-ce que vous êtes en train de devenir une grande surface, Marc Philipson, ou pas? Parce que finalement, on n'arrête plus, là, j'allais dire le progrès, mais en tout cas, la diversification est apparemment sans limite. Bon, quand vous parlez de grande surface, vous avez d'abord parlé de concept store. Donc oui, depuis le début, Filigrane était un concept store. Oui, nous avons toujours tout vendu.
Nous avons même essayé de vendre des voitures. Alors, le principe même de diversifier aujourd'hui, c'est parce que c'est une nécessité. Je voudrais quand même faire la parenthèse. En décembre, le chiffre d'affaires, le bénéfice réalisé par les gadgets a payé le personnel. C'est énorme. Donc on ne peut plus s'en passer, c'est ça? On ne peut plus, non mais on ne pouvait pas. Filigrane, on ne pouvait pas. Comment ça Quel tourne, que soit... on ne peut plus se passer les gadgets. Aucun, je ne vais pas dire libraire, aucun marchand de livres ne peut s'en passer. Il y a la marche sur le livre, il y a la facilité des facultés de retour, mais il y a également le stock. Vous avez parlé du stock, et il faut financer ce stock. Alors, les éditeurs, les grossistes nous aident, mais il n'y a pas que ça. Donc, il faut diversifier. Alors, la diversification, c'est le gadget, c'est, j'insiste quand même, le DVD aujourd'hui qu'on ne trouve quasi plus nulle part, et à partir du moment où il y a l'offre, parfois, on considère qu'on exagère sur les prix. Nous respectons des prix catalogues et nous sommes parfois un petit peu plus chers, mais au moins on a l'offre. Et à partir du moment où il y a l'offre et il y a la passion de vendre quelque chose qu'on a aimé, je crois que le client accepte et ça passe bien. Il y a le gadget et puis il y a la restauration. Vous Oui. avez parlé à quelque temps d'un partenariat avec le pain quotidien. Oui. Ça, on est où aujourd'hui? Parce qu'on n'entend plus rien, on ne voit rien bouger. C'est fini, ça? Du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'histoire d'une rencontre que je ne vais pas vous raconter, que je raconterai à qui veut l'entendre, ou alors je peux peut-être l'écrire et la publier sur notre Facebook, par exemple. L'idée du partenariat du pain quotidien, au départ, ce n'était que pour l'avenue Le Poutre. Pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un coin. C'est un coin où il y a sur tous les coins des restaurants, et tous les restaurants ont tout le coin, avec une merveilleuse baie vitrée, avec une terrasse, avec tout ce qu'il faut. Le pain quotidien a 2 vitrines sur le côté, et le petit filigrane sur le coin, marchand de presse. L'idée était d'intégrer ce marchand de presse au pain quotidien. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a un petit frein, puisque ce petit filigrane a été remis à une collaboratrice de la librairie, donc il n'y a pas de souci, ça va se faire. Mais il y a également ce gros problème de la cession par rapport aux AMP. Arrêter le loto, arrêter la cigarette, donc ça se fait, c'est sûr. La chose se fait. Intégrer la presse et un coin jeunesse probablement dans ce pain quotidien. Mais globalement, c'est un projet plus vaste, non? C'est un projet plus vaste. Donc l'idée directe, quand on a eu cette rencontre, c'était, ma foi, on va faire une économie de payroll, on ne va plus devoir s'occuper du bar, qui est plus le bar crée un lieu de vie et fait en sorte que mes clients soient bien. Et comme nous avons tardé, très vite, je me suis rendu compte que ce lieu de vie ne serait plus comme il a été créé au départ, qui n'a pas été créé pour rapporter quoi que ce soit, mais pour que les gens restent et soient bien en famille. Donc, j'ai proposé, et libre à vous, ce serait pas mal de faire une petite interview des différents participants à cette nouvelle expérience, ce nouveau développement, au pain quotidien, de se développer côté international, que vous avez dû visiter, puisqu'aujourd'hui la filigrane c'est également qu'est-ce qu'ils auraient gagné? Parce que vous alliez dans le pain quotidien, ils y gagnent le passage. Okay, ils y gagnent le passage. La marque, d'abord, ce que nous cherchons encore aujourd'hui, c'est un partenariat, 2 marques. 2 marques qui représentent quelque chose aujourd'hui. Le pain quotidien, c'est pas fixe. Vous seriez ouvert à d'autres marques? Non, alors non. Là on parle du pain quotidien, ouais. Ce ne serait que le pain quotidien. Et l'idée du pain quotidien qui s'installe chez Filigrane et des partenariats sur Bruges ou sur d'autres villes est toujours là, est toujours présent dans l'idée de me développer à l'international. À Londres, à New York, au Brésil et... Pourquoi pas, le jour d'une ouverture à Tel Aviv, pouvoir ouvrir avec le pain quotidien à Tel Aviv. Ça, c'est un vieux rêve, ça fait des années que vous en parlez. Ça fait plus de 10 ans. Mais la légende est toujours la même. C'est arrivé avec plusieurs milliards pour repartir avec quelques milliards. Vous avez parlé un peu trop vite, en somme, finalement. Le projet existe toujours, mais il n'est pas mûr. Ce n'est pas qu'il n'est pas mûr. Oui, en effet, si vous voulez, oui, vous avez tout à fait raison. On a parlé trop vite. Le projet mûrit. Mais le plus important pour moi, et ce qui a mûri, c'est des images que je vois en vous parlant, c'est le fait que les gens sont bien, d'une convivialité. À partir du moment où on donne carrément cet espace, que ce soit au pain quotidien ou à un autre, on doit respecter également leur core business. Nous devons gagner autant par mètre carré. Et nous, ce n'est pas ce que nous cherchons. En leur donnant un autre espace dans la librairie, voyageant beaucoup, ça se fait partout. Je vous rappelle qu'on a près de 3000 mètres carrés, que je m'inspire depuis quelques années, que j'adore visiter Selfridge à Londres. Béliard, alors, le petit espace... Non, c'est côté 42, donc on est 39, 40, 41, 42, avec cette baie vitrée qu'on peut ouvrir une terrasse en été, donc carrément pouvoir s'installer de ce côté-là, et à ce moment-là, on prolongerait également du côté de la Béliard. Absolument rien. Alors... Mais je vous invite à venir dans quelques mois, vous verrez. Eh bien, c'est promis, on passera. En attendant, jetons un œil sur une récente publication que j'aime beaucoup, le journal L'Écho, pour ne pas le nommer, qui il n'y a pas longtemps recevait
Patrick Moller, que vous connaissez certainement très bien, c'est le patron du plus gros distributeur de livres en Belgique, d'Ilibel, filiale du groupe Hachette. Il nous disait notamment que si les médias sociaux nous privent d'un lectorat jeune, on constate que vers 25 ans, une fois lancés dans la vie professionnelle, ils reviennent à la lecture. Est-ce que vous avez la même expérience ? Ou pour le dire autrement, est-ce que les jeunes franchissent la porte de votre librairie ? Les jeunes représentent un gros pourcentage du lectorat, oui, et des rentrées. On vend énormément aux jeunes. Et on fait... J'ai commencé la lecture jeune. Vous savez qu'il s'est passé quelque chose lors de la publication d'Harry Potter. On dit, les jeunes lisent de nouveau, on a trouvé quelque chose. À nous de donner le goût à la lecture. Moi, je reviens avec, non pas les classiques Balzac, Voltaire et les autres, moi je reviens avec des classiques comme Robert Merle, Barjavel, Clavel et autres, qui sont des lectures que tout un chacun peut aborder sans problème. Donc on parle bien d'un public de moins de 25 ans. Hein, tout à fait, d'un public à partir de 12 ans. Et pas les parents qui achètent pour nos enfants. On passe dans une autre... Mais du tout, les enfants, et il y en a de plus qui viennent seuls, on a 2 stations de métro à côté, le magasin est énormément fréquenté par les enfants, et je voudrais quand même relever autre chose dont Patrick Moller a parlé, c'est le livre numérique. Parce qu'on oublie une chose, et c'est que le livre numérique existe, et qu'on a tendance à l'oublier. Nous avons été les seuls et uniques, la seule librairie à avoir un comptoir numérique. Il y a quelques années, on a carrément créé un comptoir avec un plein temps et demi. Et ça décolle pas, hein. C'est même pas que ça décollait pas. On a fermé ce comptoir, puisque au top des ventes, on a vendu 120 livres par mois. Donc on vendait rien. Mais le livre numérique se vend bien. Et c'est notre faute s'il ne se vend pas, c'est qu'on oublie d'en parler à nos clients. Quand un client vient et qu'on lui parle d'un livre, mais alors... avec plaisir, c'est vraiment le plaisir de partager. Et puis qu'il nous dit, moi, quand même, je pars de l'autre côté du monde, j'ai pas envie, je vais l'acheter en ligne, je vais le lire sur ma liseuse, je vais l'acheter. À nous d'avoir le réflexe de dire, mais achetez-le chez nous. Parce que nous vendons le numérique et tous les libraires vendent le numérique. On a tendance à l'oublier. Mais bon, et c'est un produit d'avenir. Alors, Patrick Moller suit de très près aussi la progression de la vente en ligne. Oui. Est-ce que vous en souffrez, vous, des géants de la vente en ligne ? On en a souffert pendant cette histoire de niveau 4. Okay ? Pour le reste, pas. Je rappelle, puisque vous êtes un lecteur assidu de l'Écho, que j'ai dit dans l'Écho en son temps, et puis que j'ai dit quand on m'a remis le prix Mannequin Peace, que le jour où filigrane.com existera, sur le marché belge, il prendra la place d'Amazon.com. Parce que Filigrane a une vitrine. Parce que nous conseillons, parce que le lecteur sait à qui il a affaire quand on lui demande un livre. Mais c'est quelque chose que vous essayez de développer depuis un moment. Oui, et nous allons y arriver. Ça n'avance pas trop, hein, vrai dire. En effet. Dans les rapports de gestion de Filigrane, on voit qu'effectivement c'est une question, c'est même considéré comme une menace claire, mais certaine. Noir sur blanc, vous évoquez l'évolution certaine de la progression de la vente en ligne, ce qui est normal, d'ailleurs on le voit, il n'y a pas... Du côté des professions libérales, oui. Mais par contre, de ce côté-là, vous n'avez pas encore vraiment bougé, quant à dire que Filigrane deviendrait un canal en ligne aussi. Nous avons pris énormément de retard et nous devons absolument réagir. Et c'est ce que nous faisons maintenant, et j'allais vous le dire demain matin. Dans les jours qui viennent, nous avons une réunion importante où nous allons prendre la décision du projet à développer, puisque maintenant, ça va se faire. La vente en ligne aura lieu. C'est une question de regrouper différents systèmes avec lesquels nous travaillons. Système comptable, système de gestion, nous travaillons avec Tite-Livre pour l'instant, système de recherche et lettres. Donc il faut que tout s'en mange, sans problème. J'ai demandé, puisque nous parlions d'Israël... depuis un moment, non ? Ça patine, oui. Vous avez tout à fait raison. Le jour où ce sera lancé, ce sera lancé, et puis le marché ne sera pris par personne d'autre. Le marché que je veux là, dans l'immédiat, et là ça va se faire dans les semaines qui viennent maintenant, je m'y engage, c'est le marché israélien. Il y a beaucoup de francophones en Israël, il y a beaucoup de Belges qui connaissent Filigrane, il y a très peu de libraires. Mais pour le toucher, il faudra la vente en ligne. Mais là, donc, on va passer et on va briser les frontières du respect de cette vente en ligne. On va travailler sur notre stock. Une fois qu'on va vendre en ligne, il faut savoir que Taubira passe chez Ruquier. Le lendemain, il y a des centaines de personnes en ligne qui vont commander le livre. Nous n'en avons que 100 en magasin. Que fait-on passer avant tout ça ? C'est les questions qu'on se pose. Si on travaille qu'avec un pays, on peut travailler sur notre stock. Je ne m'en fais absolument pas. Alors, l'événement qui dope les ventes en matière de lecture de livres, c'est la foire du livre. Et étonnamment, cette année, vous n'y êtes pas, Filigrane. C'est amusant. Quand vous dites qu'il dope les ventes, bon... En tout cas, c'était après chaque foire du livre, les libraires, partout, dans tout le pays, constatent qu'il y a une augmentation des ventes, peut-être 10%. Voilà. Mais non, vous n'y croyez pas déjà ? Si.
Au plus il y a des manifestations en Belgique, au plus je serai heureux. Je suis pour, et je vous rappelle que j'ai quand même créé la Fureur de lire en Belgique et d'autres manifestations. J'ai été administrateur de la Foire du Livre pendant quelques années. J'ai démissionné. J'étais pendant 25 ans présent en tant qu'exposant. Le seul libraire a loué mon espace. Donc je ne travaillais pas pour un éditeur. Alors d'abord, ce sont des raisons personnelles. Je suis parti parce qu'on a fait démissionner, on n'a même pas fait démissionner, on a renvoyé la commissaire Anna Garcia qui, je le dis encore maintenant, a fait les beaux jours de la foire, parce que la Foire du Livre, c'est pas 10 personnes, c'est 2 personnes toute l'année, avec un CA de 10 personnes que j'appellerais, moi compris, messieurs les ronds de cuir, où on vient 1, 2, 3, 4 fois par an, faire des reproches à une personne qui travaille toute l'année. Elle a fait du beau boulot, et encore aujourd'hui, la Foire du Livre a lieu sur des bases qui ont été faites par elle ou par d'autres avant elle, mais cette foire existe, est une nécessité, et il n'y a pas à se poser la question qui a bien fait, qui a mal fait, il faut que la foire existe et que la foire fasse au travers. On a remercié Anna Garcia, du coup moi je m'en vais. Pas du tout. La façon dont on a remercié Anna Garcia a fait que je n'étais pas tout à fait pour, mais la raison principale, c'est que je ne m'y amusais plus, que je me suis battu pendant des années pour faire passer, par exemple, ce qu'ils appellent aujourd'hui la gratuité, qu'ils appliquent aujourd'hui. Mon idée était très simple. Ça, la gratuité. Non, je ne veux pas ramener l'idée. C'est qu'en effet, j'ai mis cette idée sur le tapis, voilà, des années, où j'ai proposé... Non, parce que là, c'est une grosse erreur. Faire l'entrée gratuite pour tous, ne pas respecter je veux dire, si vous allez à la foire, tout le monde saura que vous êtes allé à la foire puisque vous devez vous inscrire. Là, il n'y a plus aucun anonymat si vous allez à la foire. Ça, c'est le principal reproche qu'on peut leur faire. Mais pourquoi c'est une grosse erreur ? Parce que le plaisir, si à un moment vous désirez aller et vous rendre à la foire alors que vous avez dit à vos proches que vous étiez à Anvers, il n'y a aucune raison qu'à un moment ou à un autre, ils sachent. Ne me demandez pas de quelle façon, mais à partir du moment où on s'inscrit, on se sent surveillé, on se sent suivi. Ça, c'est comme ça. Mais ça, c'est plutôt sur le fait protection de la vie privée. Mais pourquoi vous dites c'est une erreur, la gratuité ? Alors, la façon dont je voulais l'amener, elle est très très simple. C'est avec du sponsoring. Il y avait une centaine de milliers d'euros que je pouvais apporter, faire une entrée payante non plus de 7 ou de 8 euros suivant les jours, mais de 10 euros. Et cette entrée devient un bon d'achat. On ne fait que des heureux. Parce que celui qui va à la foire, en général, va pour acheter. Il y en a très peu qui vont pour voir. J'invite vraiment les visiteurs de la Foire du Livre à acheter en librairie, à aller chez leur libraire, à faire en sorte que le libraire vive encore pendant des années. De même, j'invite, puisque votre émission est vue par des collectivités, les collectivités à écouter leur ministre de la Culture qui est d'accord sur le fait qu'ils ne doivent plus négocier les prix. Quand une école reçoit des fonds et appelle différents libraires pour dire « nous pouvons acheter 200 livres, qu'est-ce que vous nous faites comme remise ?» Rien. Vous avez reçu les fonds. Nous, on doit payer du personnel, on doit payer un loyer. Achetez chez votre libraire si vous êtes content de son travail, mais n'achetez pas parce qu'il fait 20%. Est-ce que vous allez revenir à la Foire du Livre ou bien est-ce que c'est un non définitif, je ne reviens plus jamais là-bas, je ne mets plus un pied ? Non, je vais participer à de nouvelles expériences. J'ai entendu hier, lors de l'inauguration, que la Foire du Livre allait sortir de ses murs. C'est ce que je demande depuis des années. En créant le boulevard du Polar, dont nous allons peut-être parler, je peux en parler une autre fois. Mais en créant le boulevard du Polar, ce que je veux, c'est animer la ville de Bruxelles. On va visiter différents lieux. Là, j'ai appris hier que enfin la Foire du Livre sortait de ses murs, animait différents restaurants, différents lieux peu connus du public. C'est une bonne chose, mais il faut aller beaucoup plus loin. Ça doit durer toute l'année. Il faut animer. La Fureur de lire dure quelques jours, et c'est uniquement pendant ces quelques jours que les libraires reçoivent des auteurs. Ça doit être toute l'année. On vous reverra, Marc Philipson, pour parler notamment du boulevard du Polar sur BX1, certainement. Merci, Paul, pour cette émission. Merci à vous aussi. Merci à vous. On se retrouve dans un mois. Et puis, n'oubliez pas, l'interview de Marc Philipson est aussi à lire dans l'Écho de ce week-end. À très bientôt.